Bonsoir, merci de nous rejoindre. Bienvenue dans La France Libre, l'émission du Conseil national de transition. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin, émission spéciale. Bienvenue à vous. Le Conseil national de transition présente La France libre. Lundi, mercredi, vendredi, 20h30, 22h. La France libre. Conseil national de transition. Émission spéciale, comme je vous l'ai annoncé pour le départ, avec l'équipe que l'on connaît, Bruno qui nous accompagne, Philippe Laurent qui est là également avec nous, il y a Zolive, Marie, et nous allons parler d'un sujet particulier ce soir que l'on va développer d'ici quelques instants, mais tout d'abord nous allons faire place à l'actualité. Je vais lancer le jingle dans quelques instants. L'actualité pour ce début d'été et l'actualité en même temps au sein du Conseil national de transition. L'actualité avec Philippe Laurent et Bruno Vukovic. Bonsoir les amis. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, période de canicule, c'est effectivement l'été, en quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes un jour un peu solennel, là, puisque c'est une date que tous les Français connaissent bien, enfin ceux qui connaissent un petit peu leur histoire. Alors, ce soir, je vais être un tout petit peu solennel, justement, par rapport à cette date, mais pas seulement, parce que nous sommes déjà à la deuxième soirée que nous passons dans un direct en présence des auditeurs sans Delphine, notre amie Delphine qui a été, donc, comme on l'a déjà dit, enlevée, appelée par la police, auditionnée par la police, dont on attend des nouvelles régulièrement. On a eu quelques contacts, mais très, très, très ténus. Donc, pour l'instant, il semblerait que Delphine soit en détention provisoire pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des raisons de comptabilité, j'en suis quasiment certain à 100%, mais des raisons qui ressemblent fort à celles qui maintiennent aujourd'hui Eric en détention également, d'après ce que nous croyons et les éléments que nous avons. Voilà ce que je peux dire ce soir. On aura plus d'informations dans les jours qui viennent. Elle se situe dans une région que je ne citerai pas pour l'instant parce que ce n'est pas l'objet. Et je voudrais dire donc que non seulement Eric Fioril est en privation de liberté depuis 185 jours, mais que désormais nous devons ouvrir un autre compteur, j'espère le plus court possible, pour Delphine qui en est à son deuxième jour. Voilà. Donc ça c'est dit. Le sujet de ce soir, donc c'est un sujet qui a été prévu et dans lequel nous rendions
hommage, si je puis dire. Ou en tout cas, nous avions le plaisir d'écouter Éric Fiorile en interview dans le cadre d'une émission de la web télé qui s'appelle Prepare for Change, qui est une émission courte, mais dans laquelle on a l'honneur et l'avantage d'écouter Éric Fiorile dans son art de la narration, de l'explication, et il est très écouté par des gens qui sont respectueux et qui écoutent tout ce qu'il a à dire. Toute une ambiance, j'ai envie de dire, qu'on a un petit peu perdu par les temps qui courent, qui s'accélèrent, et c'est bien dommage. Donc, justement, faisons-nous plaisir par ce début d'été pour écouter et voir, écouter la voix d'Éric et écouter ce qu'il avait à dire à cette époque-là. Je crois que ça date de 2017, si je me souviens bien. Donc, ça date un petit peu, hein, c'était il y a 4 ans. Et la liberté était plus grande, je pense, à cette époque-là qu'aujourd'hui. Voilà, donc c'est un hommage. Et je passe, avant qu'on entame cette vidéo, qui est bien entendu une rediffusion, hein, vous l'aurez compris, je passe la parole tout d'abord à Bruno, qui a des choses intéressantes, comme d'habitude, à nous dire. Voilà, à toi, Bruno. Merci Philippe et bonsoir à tous. Au niveau de l'actualité, je vais peut-être vous étonner parce que je vais parler d'une actualité qui date de 71 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes le 18 juin. Il s'est passé quelque chose il y a 71 ans, c'était le 18 juin 1940. Il y a un homme qui au départ était tout seul et qui a dû s'exiler à Londres et qui a lancé un appel à la résistance. C'était le premier résistant et il s'appelait Charles de Gaulle. Alors, quoi qu'on pense de ce que Charles de Gaulle a fait après, c'était lui qui a lancé le mouvement de résistance français. Certains peuvent se demander pourquoi il faut s'exiler, pourquoi on a l'obligation des fois de s'exiler pour être résistant dans son propre pays. Ben, tout simplement parce que quand il y a une dictature et une tyrannie, si on agit et qu'on devient leader d'une résistance dans un pays qui est soumis à une dictature, eh bien, on nous fait taire tout de suite. Donc, il est bien obligé, dans certains cas, de s'exiler. Et les exemples ne manquent pas dans l'histoire. Je peux parler de Victor Hugo, qui a dû s'exiler. Je peux parler de Voltaire, qui a dû s'exiler pour résister donc, et pouvoir dire ce qu'il avait à dire en s'exilant à côté de Genève, en Suisse. On peut parler même de Napoléon, qui a dû s'exiler à l'île d'Elbe, etc., etc. Et Éric Fiorile, lui qui était en Espagne, il a fallu qu'il s'exile pour pouvoir justement mettre en place le CNT. Et malheureusement, quand il est rentré en France, on sait ce qui lui est arrivé. Ça fait déjà maintenant 6 mois et 2 jours qu'il est en prison, tout simplement pour ses idées. Et donc au CNT, maintenant, nous avons donc une deuxième personne qui est Delphine Cosme, qui elle aussi est en prison depuis 2 jours pour ses idées. Donc voilà ce que c'est que la liberté, soi-disant, en France. Donc s'exiler, pourquoi pas? Est-ce utile? N'est-ce pas utile? C'est une question. Mais quoi qu'il en soit, le CNT non seulement continue, mais il va se trouver même renforcé parce qu'on ne peut pas continuer à subir des injustices de cette manière. Voilà. Voilà juste ce que je voulais dire. Maintenant, je vais vite repasser la parole à Sylvain pour qu'il nous fasse entendre à nouveau Éric Fiorile et toutes les vérités qu'il dit depuis si longtemps. Merci Bruno. Merci à tous. Notre sujet de ce soir, une rencontre entre le Conseil national de transition et Prepare for Change. La mission du réseau Prepare for Change est de faciliter la création d'une nouvelle société en connectant les personnes, en les informant de la vraie situation sur la planète, en augmentant la fréquence de la conscience, en préparant les humains. Une table ronde du nouveau monde avec le Conseil national de transition et son porte-parole, Éric Fiorile. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette table ronde dont le sujet est donc la compromission des élites et la planification des arrestations. Donc, on va encore… bon, les gens arrivent un petit peu au fil de l'eau, c'est comme ça, on va s'en accommoder. Donc, merci beaucoup à Éric Fiorile d'être présent. Bonjour Éric. Bonjour. Et donc, alors moi, j'ai la sonnerie dans les oreilles. Je vais peut-être désactiver ça. Ouais.
Donc, alors, je vais vous donner quelques éléments techniques par rapport à l'outil Zoom pour que vous vous sentiez à l'aise. Donc, vous avez un bandeau de contrôle en bas de votre écran qui vous permet d'activer ou de désactiver votre caméra. Donc, sachez que cette rencontre est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas être enregistré, vous désactivez votre caméra, et si vous ne souhaitez pas non plus qu'on vous entende, qu'on entende votre voix lors de la partie questions en deuxième partie de réunion, vous pouvez également désactiver le micro et poser des questions sur le chat. Nous avons quelques personnes justement de l'équipe Prepare for Change, dont je vais parler tout à l'heure, qui peuvent répondre à vos questions sur le chat. Et certaines questions seront relayées aussi de toute façon pendant la conférence. Donc voilà, vous pouvez activer, désactiver votre micro et votre caméra. Vous pouvez également voir les participants en cliquant sur participants. Et pour le chat, il faut cliquer sur l'icône converser. Et voilà. Et après, vous avez la possibilité de basculer. Vous avez deux modes d'affichage. Un mode d'affichage mosaïque où toutes les personnes s'affichent en petit rectangle, ou bien affichage intervenant où c'est la personne qui parle qui s'affiche en grand avec seulement un bandeau en haut pour les intervenants à faire défiler. Alors, je vais revenir à ma partie introduction. Alors, on va partager l'écran. Ouais. Donc, l'organisation de notre conférence de ce soir. Donc, je vais faire des petits rappels rapides pour le bon fonctionnement de la réunion. Nous allons vous présenter rapidement en fait Prepare for Change, et Eric va nous présenter le Conseil national de transition. Je vous propose de visualiser une vidéo de 5 minutes justement qui présente un petit peu notre vision de ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Et puis nous passerons à une partie exposé détaillé du CNT avec Eric, où je lui ai proposé un ensemble de thématiques. Et suite à cela, nous enchaînerons sur une séance de questions-réponses. Donc l'ensemble du programme, on a à peu près 2 heures. J'avais prévu de terminer cette réunion vers 22h30. En fonction des questions et de la densité des échanges, on verra éventuellement si c'est possible de déborder. Mais on va essayer de ne pas déborder. Donc, un rappel pour le bon fonctionnement de la rencontre. Donc, j'ai parlé alors, les micros doivent tous être désactivés par défaut, sauf bien sûr les personnes qui parlent. Donc, merci de bien penser à désactiver vos micros pour éviter les bruits parasites. Dans la partie questions-réponses, on vous demande en fait d'utiliser une fonction de levée de main, l'outil Zoom sur lequel vous êtes. Quand vous cliquez sur participants, vous verrez en bas de la liste des participants, vous avez une main orange. Vous pouvez cliquer dessus pour signifier que vous souhaitez prendre la parole et poser une question. Si jamais on vous oublie, on vous donne le droit d'activer votre micro et d'intervenir si jamais on vous a oublié. Donc, il est également possible d'intervenir sur le chat, comme je vous l'ai indiqué. Étant donné la sensibilité des sujets qui peuvent être abordés, même si je pense que la plupart des interlocuteurs ici sont des gens suffisamment initiés, je rappelle quand même donc un respect absolu est demandé à tous les participants. Donc tout échange doit être fait dans la bienveillance et la maîtrise de soi, cela va de soi. Et je pense que ça n'arrivera pas, mais si jamais une personne ne respecte pas ces règles, évidemment, on se donne le droit de l'exclure de la réunion pour la bonne tenue de la réunion. Est-ce que vous m'avez tous bien entendu? Eric, tu peux me faire un feedback pour me dire que tout est bien passé? Pour moi, personnellement, j'entends très bien. Parfait. Ok, c'est parfait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, en réalité, la genèse de cette réunion, c'est une prise de conscience qui est assez simple en soi. C'est que, alors, les personnes de Prepare for Change dont je fais partie, dont je vais vous parler rapidement, sont en fait des personnes qui suivent un certain nombre de divulgateurs qui ont une renommée mondiale. Je peux vous citer quelques noms.
Alors notamment une personne qui porte un nom de code qui s'appelle Cobra, qui fait beaucoup de divulgation, mais aussi des personnes comme David Wilcock, Benjamin Fulford, Corey Goode. Je ne sais pas si ces noms parlent à la communauté du Conseil national de transition. Mais quoi qu'il en soit, la communauté Prepare for Change, qui est une communauté mondiale, bien sûr, elle n'est pas juste limitée à la France ou à la francophonie. Cette communauté a agi essentiellement on va dire, sur des plans plutôt énergétiques. Bon, j'ai conscience que ça peut interloquer ou questionner un certain nombre d'entre vous, mais notamment Prepare for Change se caractérise par le fait qu'ils organisent régulièrement des méditations mondiales synchronisées. Et d'ailleurs, il y a des études scientifiques très sérieuses qui ont montré les effets bénéfiques de la méditation sur une personne déjà, pour la santé d'une personne, mais aussi globalement les retentissements que ça peut avoir dans la société lorsque des personnes font des méditations synchronisées. Donc, en ce sens-là, Prepare for Change agit, comme je le disais tout à l'heure, sur les plans énergétiques par rapport notamment à ces méditations synchronisées. Mais on travaille également sur la restauration en fait, de la grille énergétique terrestre. Je n'entrerai pas forcément dans les détails aujourd'hui, ça peut faire l'objet d'une réunion à part entière. Et donc, je reviens à mon idée initiale. Nous avons une vision de ce qui va se passer dans les mois qui viennent par rapport aux transformations planétaires qui nous attendent. Et notamment, ces transformations planétaires prévoient une vague d'arrestation de ce que nous appelons communément la cabale, cette mafia en fait qui est à la tête des États, des entreprises, des organisations supranationales. Donc, on est dans un contexte qui n'est pas uniquement français. Et nous sommes convaincus que ceci va se passer non pas à l'échelle du pays, mais à l'échelle planétaire. Donc voilà. Et alors la prise de conscience, c'est ça, c'est de se dire, ok, très bien, il va y avoir des arrestations pour que justement cette transition se fasse, mais concrètement, que se passe-t-il dans le plan physique pour que ces arrestations aient lieu? Et c'est là que en écoutant le discours d'Éric Fiorile et du Conseil national de transition, nous pensons qu'effectivement le CNT, en tout cas à l'échelle de la France, pourrait être cet organe qui va générer justement ces arrestations, et d'où l'idée de se rencontrer et de parler justement de cette vision commune. Donc voilà, j'ai assez parlé. Éric, je te laisse la parole pour présenter rapidement le CNT. Alors, de mon côté, je dirais que le fait de méditer n'empêche pas d'agir, et le fait d'agir n'empêche pas de méditer. Donc l'un n'empêche pas l'autre, et je crois qu'il y a une parfaite osmose dans le concept entre le CNT et Prepare for Change et sûrement d'autres mouvements. Et le constat est le même, puisque ce constat d'une secte mondiale qui a réussi petit à petit au cours du temps à prendre le contrôle de pratiquement toute la vie physique sur Terre, c'est-à-dire à travers les banques, à travers les multinationales et les gouvernements. Cette secte est véritablement basée sur la criminalité, c'est-à-dire le non-respect de l'humain. Donc, effectivement, il est probable qu'il n'y ait pas beaucoup d'autres moyens que de les écarter complètement des postes qu'ils occupent. Après, la manière de le faire, le CNT aussi est parti sur la base d'un concept mondial et non pas du tout français. Et le premier ouvrage qui a servi de déclencheur, qui est la démosophie, donc qui remonte à 2006-2007, l'édition connue, est un ouvrage qui concerne réellement tout le monde, la planète entière, puisque le schéma se répète partout, et même dans les pays où on croit que ça ne se répète pas, et c'est en cours aussi, comme l'Inde ou autre. Et donc, c'est seulement après une réunion avec des gens de pas mal de pays, qui à cette époque étaient déjà très informés, dont d'ailleurs l'assistante, qui est une japonaise, l'assistante directe de Benjamin Fulford à cette époque-là,
on a fait une réunion et on constatait que le meilleur moyen d'obtenir ce réveil des peuples, c'était de partir du pays des droits de l'homme. Le pays des droits de l'homme, c'est la France. La France a encore une image dans le monde entier qui reste assez noble, pas la vie réelle en France, mais dans leur pays, en tous les cas, vu de chez eux, pour eux, la France, c'est le pays modèle des droits de l'homme et de la liberté. Et sur cette image, donc, et sur une deuxième raison que j'ai découvert après, pas à ce moment-là, on a découvert qu'au niveau du droit international, et ça c'est un thème purement juridique, au niveau du droit international, la France est le seul pays disposant d'une constitution qui met automatiquement toujours la Constitution française et donc la Déclaration des droits de l'homme au-dessus de n'importe quel traité commercial, politique ou autre qui soit fait avec d'autres nations. Et cette particularité française nous donne un pouvoir, en tous les cas sur le plan juridique, sur le plan du droit international et sur le plan du droit interne. Alors, en se servant de ce pouvoir et en se servant d'une particularité techniques qu'ont commis les juristes de Washington qui ont fabriqué un Conseil national de transition pour justifier l'agression de la Libye en dehors de toute décision de l'ONU, donc une agression qui était illégale. Pour la justifier, ils ont inventé un concept qui s'appelle Conseil national de transition et qui a la particularité d'avoir très peu d'exigences pour exister en droit international, puisque ça s'est créé à partir d'un type, en l'occurrence c'était de la justice, en Libye, qui a trahi Kadhafi. Et donc lui, copain avec Sarkozy, ça faisait une personne et puis 2-3 Pékins qu'ils ont trouvé au passage, et en fait ça fait 3 personnes pour représenter le Conseil national de transition libyen. Ce qui veut dire que sur le plan juridique, au niveau du droit international, ils n'ont pas pu mettre de clause exigeant un nombre minimum. Et donc partant de là, dans n'importe quel pays dans lequel les dirigeants ne respectent pas la constitution par laquelle ils ont été élus, à partir de ce moment-là, le peuple est en droit de créer un Conseil national de transition et n'importe qui peut le faire. Ça peut être une personne, ça peut être 10, 100 ou 1000, ça n'a aucune importance. Dès sa proclamation et sa déclaration à l'ONU, dès cet instant, ce Conseil national de transition devient une entité de droit international, mais une entité française. Et donc, partant de là, on a donc créé ce Conseil national de transition en juin 2015. Et puis, depuis, le plus difficile, c'est effectivement de faire passer le message parce que c'est un schéma qui est juridique, parce que beaucoup de gens ont peur, parce que ce que vous rencontrez aussi à chaque fois que vous parlez à des gens, dès que vous parlez de cette élite, etc., on est tous, je crois, personne n'a encore trouvé la solution miracle qui fait qu'on peut rentrer dans un bar le soir, parler et que les gens tout d'un coup s'éveillent. Il faut toujours argumenter énormément, il faut justifier énormément et les gens mettent beaucoup de temps. Et puis, c'est très bien expliqué psychologiquement par le fait qu'on a tous été comme ça à un moment ou à un autre. C'est-à-dire un moment dans notre vie où on a eu des croyances fortes parce qu'on les a appris à l'école, parce qu'on nous les a répétées, parce que la société et Hollywood, à travers la télé et les films, nous ont absolument conditionnés à penser d'une certaine manière. Et puis le jour où on découvre que c'était un mensonge, au début, on a beaucoup de mal à le croire, à l'admettre. Et donc, il faut un certain temps pour finir par admettre des choses qui viennent heurter les convictions qu'on nous a mis à notre insu parfois. Donc, excuse-moi, Eric. Pardon? Je vais t'interrompre parce on est déjà rentré un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que juste pour terminer cette phase d'introduction, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui combien de personnes ça représente en France et dans le monde justement ces conseils nationaux de transition? Alors en France, il y a 58 000 environ, 58 000 correspondants, adhérents, et on a 7 900 membres actifs. Donc très peu par rapport à la population française, mais enfin bon, on n'est pas non plus très vieux. Et puis dans le monde, actuellement, il y a un CNT en cours de constitution en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Colombie et en Argentine.
qui reprennent donc le schéma qu'on a monté ici. Seulement, chaque pays affronte des difficultés juridiques qui ne sont pas toujours simples à résoudre. Il faut trouver d'abord dans leur pays un avocat de droit international, un avocat de droit constitutionnel, donc déjà 2 spécialistes. Ensuite de ça, il faut rédiger les documents, il faut trouver les articles et il faut trouver aussi dans la Constitution nationale ce qui permet de créer un Conseil national de transition selon les règles qui ont été déterminées par l'ONU. Et puis, il faut trouver surtout un leader, c'est-à-dire une personne qui est capable de porter ça, parce que ce n'est pas un projet qui est facile à porter. Il y a aussi cet aspect-là, mais enfin, c'est un aspect un peu secondaire, parce que le leader n'est pas un vrai leader. C'est vraiment une équipe, c'est vraiment un groupe, et chacun parle pour soutenir le CNT. Le CNT, ça reste un concept. C'est comme si on parle, par exemple, d'un gouvernement. Un gouvernement, un conseil national de transition, ce sont des concepts. Après, il y a ceux qui veulent mettre en place ce concept. On pourrait avoir un pays sans aucune gouvernance, et puis qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut mettre en place une gouvernance. Le fait de le penser, d'avoir envie de mettre en place le système, ça ne fait pas de vous le meneur du de ce gouvernement. Ça fait de vous un de ceux qui le veulent. Et donc, nous, on est une association loi 1901 qui s'appelle La Transition, et qui a pour but de mettre en place un conseil national de transition composé de 2000 citoyens qui soient parmi les gens les plus informés, avec des équipes de spécialistes dans tous les domaines, de façon à avoir exclusivement des commissions pour gérer la France en attendant que le peuple français rédige une nouvelle constitution et un nouveau mode de gouvernance. C'est parfait. Ce programme me va très bien. Je vous propose de passer à la partie vidéo et puis on va rentrer un petit peu plus dans le détail du sujet. Ça vous convient? Allons-y. Vous criez. Si jamais vous n'entendez pas bien, vous me le dites. Sachez simplement que la vidéo que je vais vous partager, elle va être un petit peu pixelisée. C'est lié à ça peut être lié à votre accès Internet, mais par contre, le son doit être correct. Donc, c'est sur le son qu'il faut se focaliser. Et de toute façon, les liens seront communiqués pour ceux qui veulent revoir la vidéo après coup. Est-ce que vous entendez bien? Très bien. Réinitialisation mondiale imminente. Si j'ai un problème de débit, ça ne va pas le faire. Un vaste plan a été organisé depuis de nombreuses années, avec pour objectif de déclencher d'énormes changements positifs à travers la planète. Sa mise en place sera l'implémentation d'une justice équitable qui mettra fin aux abus des populations et écosystèmes de cette planète. Nous avons été mis au courant à propos de ce plan par des contacts impliqués dans le projet, afin que l'on puisse se préparer à l'avance. Nous allons présenter ici des informations clés à propos du plan et de ce que vous pouvez faire pour aider. À savoir à propos de la transition à venir. Plusieurs élus, grands patrons et banquiers ont commis des crimes extrêmes contre l'humanité, volé beaucoup d'argent et corrompu notre société, médias, finances, etc. La résistance a été organisée et des agents gouvernementaux vont arrêter ces groupes criminels légalement. Et un procès équitable leur sera garanti afin de libérer la planète. Les médias de masse vont donner des preuves concrètes de ce qui s'est vraiment passé en secret. Le système financier sera arrêté pour 3 à 15 jours. Notre argent ne disparaîtra pas. Un nouveau système juste le remplacera, avec plus d'abondance pour tout le monde. Le vieux système était basé sur des dettes virtuelles, non basées sur des valeurs réelles,
permettant à des petits groupes d'individus de voler et de manipuler les cours d'argent partout dans le monde. Toutes les dettes dues aux banques seront donc annulées. Les dettes honnêtes entre particuliers et entreprises devront être respectées. Le nouveau système sera basé sur des valeurs réelles, en particulier le cours de l'or, pour garantir des échanges justes. De vastes quantités d'argent qui ont été volées au cours des années seront redistribuées et partagées entre chaque être humain sur la planète. Que faire pour aider ? La transition sera pacifique. Il peut y avoir des perturbations temporaires dans les transports et distributions de nourriture et d'énergie. Préparez des vivres pour 3 à 15 jours. Restez calme. Ce n'est pas la loi martiale ni un coup d'État. Rien ne vous sera imposé. Aucune revanche sanglante ne sera autorisée. Ceci est un procédé de justice légale. Informez-vous, discutez, écoutez les annonces, faites vos propres recherches. Les conflits entre vous ont été créés artificiellement pour diviser, pour mieux régner. Nous devons vivre en paix entre frères et sœurs. Si vous le pouvez, aidez à ce que tout le monde soit en sécurité et ait le nécessaire. La date exacte de cet événement ne peut pas être prédite, mais le plan se déroule bien. Nous allons vivre en paix avec plus de liberté et d'abondance. Les solutions qui étaient réprimées vont être distribuées pour toute la planète et des projets humanitaires et environnementaux massifs vont être mis en place. Libération. Voilà pour la vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous a plu ou qu'elle vous a interpellé, tout au moins. Donc, excusez-moi, j'ai un problème, j'ai oublié. Voilà. Donc voilà, ça nous donne, ça vous donne un petit peu la vision que nous avons justement de la transformation planétaire qui va aller justement avec l'arrestation de ces élites. Un des volets qui est adressé dans le cadre de cette vidéo notamment, c'est la réinitialisation financière. C'est quelque chose, je pense qu'Éric vous en parlez aussi du fait que justement tout ça est lié à la corruption du système financier, le système tel qu'il est actuel, et que une remise à zéro et une arrestation massive justement de ces élites corrompues ne pourra se faire qu'avec une réinitialisation financière. C'est en tout cas la vision que nous en avons. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Alors, la vidéo elle-même, je dirais qu'on aurait aimé presque la faire nous. C'est-à-dire qu'elle correspond exactement à ce qu'on fait. Donc, elle est superbe. Elle reprend les deux mots majeurs, à savoir la transition et la libération qu'elle met en avant. Et donc, en fait, c'est exactement le même schéma. Cette vidéo, alors, on aurait très bien pu la sortir si on avait les moyens techniques et si on savait faire des choses aussi bien. Oui, ça correspond exactement à ça. Alors, ce qui est assez important, c'est que d'après ce que j'ai cru comprendre,
il y a vous parlez d'énergie, vous parlez de tout un tas de choses. Alors, il faut savoir que moi, je suis zéro, nul, totalement dans toutes ces matières-là. Ça ne nous pose aucun problème. Je n'y comprends pas, aucune exception au-delà, d'autres dimensions, rien, absolument. En revanche, j'aime bien me documenter, j'aime bien lire, et il y a des raisons qui font, pour l'instant, je n'ai pas une question précise. Par côté, il y a une étude qui est extrêmement intéressante, qui a été faite par des mathématiciens et qu'a présenté Isaac Asimov, un auteur de science-fiction, mais aussi scientifique réel, et qui, dans un ouvrage sur la science, qui n'a rien à voir avec les séries de science-fiction, dans un ouvrage sur la science qui s'appelle L'univers de la science, d'ailleurs, ce très bel ouvrage pose les possibilités qu'une autre espèce dans l'univers entre en contact avec notre espèce. Et fait un calcul purement mathématique, c'est-à-dire la période qu'il est nécessaire à ce qu'une espèce se développe, atteigne un niveau technologique lui permettant d'accéder à la sortie de son espace, de son atmosphère, et comment dirais-je, et d'aller à la rencontre d'une autre espèce éventuellement. Et quand le calcul est fait sur la période, sur la durée, on s'aperçoit que vous avez la chance de gagner au loto. Parce que la possibilité de rencontre, je crois qu'elle est calculée d'une sur ou un truc comme ça. Enfin, alors, permettez-moi de vous couper là-dessus. En fait, tout ça est basé sur une notion importante qui est la vitesse de la lumière. Et après, tout le découle de ça, puisque étant donné l'éloignement des étoiles entre elles, des galaxies, etc., effectivement, il faut des millions, des milliards d'années pour se déplacer. Mais si on annule le temps, on change les choses, etc., etc. Je connais à peu près toutes les théories dans ce domaine-là. Oui, mais là, on va s'éloigner du sujet. Mais effectivement, très bien. Encore, nous avons… Ça, c'est une première étude. La deuxième étude que je mentionne ici, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est tout à fait étrange. Il y a quelques années de cela, en Russie, un groupe a été constitué pour étudier de quelle manière pouvait s'éteindre une civilisation. Ce groupe réunissait des mathématiciens, des différentes sciences, en astronomie, en astronautique, mais aussi en sciences sociales, c'est-à-dire des psychosociologues, des psychothérapeutes, etc. Un groupe assez important. Ils ont travaillé longtemps là-dessus, et contrairement à ce qu'on imagine, beaucoup de gens pensaient que le nucléaire était une des raisons qui pourrait faire que s'éteigne notre civilisation ou autre. Et finalement, leur conclusion, elle est tout à fait étonnante parce que ce qui peut détruire une civilisation, c'est deux phénomènes. L'information et la spécialisation. L'information parce qu'elle devient, en fonction du développement, de plus en plus nombreuse et elle finit par devenir un état conflictuel permanent qui fait perdre toute la culture d'une civilisation, lui fait perdre son savoir. Et la spécialisation parce que si vous regardez ne serait-ce qu'un poste de radio ou l'engin qu'on est en train d'utiliser en ce moment, combien de personnes, chacune spécialisée dans son domaine, a été nécessaire pour réaliser ça. Vous vous retrouvez tout seul sur une île demain, même s'il y a de la galène sur l'île, c'est pas sûr que vous arriviez à fabriquer un poste de radio tout simplement. Donc il y a à ce niveau-là un danger par la spécialisation. Donc ça, c'était leur conclusion qui fait qu'ils estiment que par rapport à notre civilisation, on approche dangereusement de ce point par notre technologie actuelle. Après, je vais parler aussi toujours pour rester sur le sujet des extraterrestres. Et des non, Eric, c'est pas les extraterrestres. Je suis désolé, ce n'est pas le sujet. En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est échanger avec vous, avec le CNT, pour comprendre concrètement dans le monde physique, qu'est-ce que vous avez entrepris en termes de démarches juridiques, justement,
pour pouvoir mener ces arrestations. On pourra faire une autre conférence, ce sera avec plaisir d'ailleurs, pour parler de ce sujet-là. On a énormément de choses à vous communiquer si vous le souhaitez, mais les extraterrestres n'est pas le sujet de ce soir. Bon, c'était un sujet qui servait d'introduction pour justifier le lien qu'il peut y avoir entre les gens qui pensent à une autre dimension et les gens qui restent extrêmement pragmatiques et concrets. Alors, on va se passer de ce lien. Non, très bien. Non, vous avez raison, vous avez bien fait de faire ce lien, mais pardonnez-moi, c'est juste parce que je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps sur ce sujet-là. Bon, alors, pour parler du CNT, eh bien, le CNT, tous les gens qui sont au CNT sont des gens complètement informés. Parce que le conseil a été conçu de telle manière que ce sont surtout des écrits qui demandent parfois de la réflexion, et donc ce sont les gens qui sont les plus informés, qui sont rentrés au CNT, qui y participent, et comment dirais-je, ça veut dire aussi donc que tout ce qui est dans ce domaine, qu'on puisse parler des extraterrestres de Benjamin Fulford et de ses théories, ou de celles de David Wilcox ou autres, tout cela, tous les gens du CNT sont complètement informés de tout cela. C'est parfait. Et il en résulte que dans l'action commune qui est purement concrète, le CNT, en se déclarant, est devenu donc ce qu'on appelle une autorité légitime. Alors, j'ai fait une vidéo tout récemment parce que je sais que c'est très difficile à percevoir pour beaucoup de gens. C'est devenu une autorité légitime en France, donc il y a un droit d'émettre des mandats d'arrêt. On a créé une Cour suprême qui est constituée d'une certaine manière et qui pallie à une absence du code français. Dans la loi française, on a un petit peu, à chaque fois qu'il y a une cour de justice, il y a toujours une contre-cour. Donc, par rapport à un tribunal simple, il y avait une cour d'appel. Par rapport à une cour d'appel, il y a une cour de cassation, et ainsi de suite. Et tout en haut, il y a le Conseil constitutionnel qui est chargé de ne défendre que la Constitution. Or, il manque l'élément essentiel, c'est-à-dire une structure juridique chargée de défense qui a fondé la France. Or, ce qui a fondé la France, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et il n'existe absolument aucune structure pour défendre cet organe. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il le viole allègrement sans que le Conseil constitutionnel réagisse. Bon, vous me direz, en plus, ils ont viré tous les juristes qui étaient présents, c'est-à-dire qu'en fait, un organisme chargé de veiller au juste droit n'a pas un seul magistrat parmi ses membres. Et ensuite de ça, ils ont mis comme président un criminel qui devrait être en prison depuis plus de 20 ans. En l'occurrence, Laurent Fabius, responsable de la mort de milliers d'enfants en France, suite à l'affaire du sang contaminé. Le Conseil constitutionnel ne réagit en rien à toutes ces violations. Alors, on a créé une Cour suprême. Cette Cour suprême, elle a son mode de fonctionnement qui est basé sur 9 citoyens ayant un certain âge, une bonne connaissance du droit international et qui ne sont pas juristes. Aucun d'entre eux n'a de diplôme en matière juridique. Donc, ce sont des gens qui raisonnent simplement, sainement, comme vous le feriez vous, en lisant la Déclaration des droits de l'homme et en voyant une loi, par exemple, qui vient de manière flagrante contredire cette déclaration. Et partant de là, à partir du moment où on prend ce schéma, ces gens représentent ce qu'on appelle un ministère public. Un ministère public, c'est donc des gens qui sont chargés de constater l'infraction et de la déclarer, de la mettre évidente et ensuite de laisser un jury décider s'ils ont raison ou pas. C'est un petit peu le rôle d'un procureur. Un procureur peut décider donc de mettre en examen une personne parce que la laisser en liberté serait grave. Elle peut prononcer un ordre de détention et ensuite c'est un tribunal qui va juger la personne. Donc pour l'instant, nous n'en sommes qu'au niveau du ministère public, pas au niveau du tribunal. Et au niveau du ministère public, on constate de manière flagrante, et donc les documents sont en cours de préparation, on constate de manière flagrante des crimes contre l'humanité. Par exemple, les vaccinations de 2016 étaient sur la base de 3 vaccins obligatoires. 800 000 enfants ont été vaccinés. Les études faites
au cours de cette année 2017, ont montré que sur ces 800 000 enfants, plus de 650 000 étaient atteints de troubles mentaux ou physiques qu'ils conserveront toute leur vie. Le sujet des vaccinations est monstrueux, énorme. Pardonnez-moi d'interrompre. Je connais très bien le sujet des vaccinations. C'est effectivement un sujet qui est extrêmement sérieux. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup votre engagement sur le sujet. Je regarde vos vidéos. J'ambitionne justement de faire aussi une table ronde, en particulier sur ce sujet, avec peut-être justement des associations qui sont actives dans le domaine. Mais vous avez raison de parler de ce sujet. C'est absolument capital par rapport à l'humanité tout entière, puisque ça agit sur tous les plans, pas seulement physique, mais aussi psychique et sur notre soumission au système. Allez-y, continuez. Alors, quand on constate cela et quand on sait que le responsable des affaires de santé d'un pays est informé de ce chiffre monstrueux, ça veut dire qu'en établissant une loi imposant 11 vaccins, il fait deux choses. Il condamne au minimum le même nombre d'enfants à être des sous-développés intellectuellement. Ils n'auront pas toutes leurs qualités cognitives et il le sait pertinemment avant. Le deuxième aspect est un aspect des droits de l'homme puisqu'il viole les droits familiaux, c'est-à-dire qu'on retire aux parents leurs droits sur leur enfant. Tout à fait. Ça, c'est des motifs donc qui permettent à cette Cour suprême d'exiger l'arrestation et la mise en détention pour crimes contre l'humanité de au moins 3 des principaux personnages actuels, Macron, le Premier ministre et le ministre de la Santé. Donc, voilà le genre d'opération qu'on fait. Maintenant, nous nous retrouvons avec cette Cour suprême dans la même condition que la Cour internationale de justice de La Haye, c'est-à-dire d'une cour de justice qui existe, qui est bien concrète, qui est juridiquement fondée, mais qui n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, la Cour de justice de La Haye a condamné la France des centaines de fois, et la France n'a jamais exécuté aucune des sentences auxquelles elle a été condamnée. Pourquoi? Tout simplement parce que la Cour internationale de justice de La Haye ne dispose pas d'une force armée pour obliger la France à respecter et exécuter les sentences auxquelles elle est condamnée. On se trouve dans la même situation dans la mesure où aujourd'hui, on n'a pas la force armée pour déclencher ces arrestations. Et on a déjà fait l'opération le 10 juin l'année dernière à propos de Valls, Hollande et Cazeneuve, pour en particulier les affaires du Bataclan, de Nice et autres, où il y a encore une fois des anomalies qui sont plus que graves et qui méritent la détention, et puis d'autres violations de la Constitution telles que la cession d'une partie des territoires de France à l'armée américaine pour constituer une base militaire en France. Donc il y a des choses que je ne peux pas avancer trop ici. Alors tout ça est en place. Il y a une urgence dont il faut tenir compte. Cette urgence, c'est d'un côté que ceux qui ont vraiment analysé toute la situation et qui la connaissent complètement, je parle des Illuminati, de la franc-maçonnerie, de la progression géopolitique, de l'état de la France, il est évident que Macron est là pour achever la France. Il doit terminer son mandat, la France n'existera plus. C'est sa mission et il est bien parti pour la remplir. D'un autre côté, il faut aussi savoir qu'il est fortement appuyé par les armées américaines et il faut savoir qu'aujourd'hui, le travail essentiel de ces sectes qui dirigent le monde consiste à multiplier les armées privées et diminuer les... C'est pour ça qu'il y a autant de recoupements dans le budget militaire, c'est pour ça que les armées sont fractionnées. En France, Sarkozy a commencé à enlever la gendarmerie de l'armée. Ensuite, il a mis l'armée sous les mains des Américains par l'OTAN. Et donc, tout cela, ce sont des... Et puis ensuite, on réduit les budgets. Et donc, tout ça pour réduire les armées nationales, les forces armées qui pourraient être patriotes. Et avec l'argent en trop, maintenant, ils constituent des armées privées qui leur appartiennent directement et donc qui sont des mercenaires agissant pour leur compte. Donc, on peut parler déjà d'Eurocorps et de Rogelfort que tout le monde connaît, mais il faut aussi parler de sociétés très privées, comme une société qui s'appelle Velours,
et qui est une société de mercenaires français qui agissent un peu partout dans le monde, à qui on demande de raser un village africain qui gêne pour une extraction, par exemple. C'est cette armée privée, de façon à ce qu'on ne puisse pas accuser l'État français. Et donc, ces armées privées servent pour les opérations, on va dire, qui ne doivent pas apparaître au grand jour. Et cette armée privée devient énorme. Il faut savoir aujourd'hui que les armées privées dans le monde réunissent maintenant plus de 2 millions de soldats. Plus de 2 millions de soldats. Alors, j'entends bien, mais la France possède… Elle a 80 000 membres. Hein. La France possède néanmoins une armée. Est-ce que vous pensez… L'armée française est ridicule. Elle a 80 000 membres qu'elle peut mobiliser face à 2 millions et elle a un équipement qui est en dessous de tout et qui n'a aucune possibilité de faire face à ces armées privées qui sont suréquipées. Il faut prévoir un autre plan, beaucoup plus risqué, plus dangereux, plus compliqué, mais bon, on essaye de partir d'un principe qui est assez simple. Si on ne le fait pas, nous, les gens, on va dire, de mon âge, c'est abandonner nos enfants. C'est les abandonner à ce qui les attend et on sait ce qui les attend quand on est conscient de ce qui se passe. Et donc, toutes les personnes qui ont vécu assez de temps sur cette terre se disent que pour le moins, on ne doit pas la quitter en laissant ses enfants dans la merde, quoi. On doit la quitter en leur laissant le maximum de possibilités d'avoir au moins la vie que nous, on a eue. Donc, cette motivation fait qu'on est prêt à prendre les risques qu'il faut prendre. Est-ce que ça répond à votre question? Ah oui, tout à fait. Mais alors, je vois en même temps là ce qui défile sur le chat. Quand je parle de force armée, j'entends pas forcément l'usage de la force, mais plutôt le fait d'avoir un soutien, parce que justement, toutes ces personnes qui doivent être arrêtées, ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Il va bien falloir, comment dire… Il faut une force armée, et il faut une force armée légitime, donc sous les ordres d'une autorité légitime. Donc, si c'est sous les ordres de ce Conseil national de transition, ça interdit la possibilité d'intervention onusienne. Et c'est ça le plus important. Parce qu'à partir du moment où on a une autorité qui est légitime et qui rétablit l'ordre dans son pays en arrêtant les criminels qui vont être jugés normalement, il ne s'agit pas d'aller assassiner les gens. Il s'agit de les arrêter, de les faire passer devant un véritable tribunal. À partir de ce moment-là, du fait que c'est une autorité légitime, il n'y a pas de possibilité que l'ONU fasse une mention autorisant l'attaque de la France. Et donc, les Américains n'auront pas la possibilité d'attaquer la France sans obliger à ce moment-là à une réaction beaucoup plus grave de pays comme la Chine ou la Russie, dont l'intérêt est justement de maintenir la France. Et c'est pour ça que nous croyons justement, nous, à une action synchronisée au niveau mondial. Mais la question qu'on peut se poser derrière, c'est qui pourrait bien être derrière cette synchronisation. Mais ça nous amènerait loin. Je n'ai pas lu votre livre concernant la démosophie, mais pour vous écouter assez régulièrement, je pense que vous croyez qu'il va se passer quelque chose d'important en 2018. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça? Est-ce que vous pensez que justement la maturation qui est nécessaire va nous amener à ces arrestations en 2018? Non, ce que je dis, et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Le Grand Chaos, c'est qu'eux ont prévu que 2018 serait la date du début du Grand Chaos. Le Grand Chaos, c'est un concept dans lequel ils marient 4 opérations simultanément, qui sont la faillite économique, la destruction totale du pouvoir financier, la destruction militaire pays par des guerres civiles, la pandémie, les épidémies et à la fin, la guerre mondiale. Donc, si vous voulez, ce grand chaos, c'est quelque chose qui est depuis 1850, depuis Pike, et même avant Pike, déjà dans le premier ouvrage qui a été écrit en 1780, il prévoyait déjà ça. À cette époque-là, la pandémie n'en faisait pas partie, mais l'annulation de tous les gouvernements et de toutes les religions remplacées par le satanisme, par les guerres civiles, les guerres intérieures, les révolutions, etc. Tout ça, c'est prévu depuis 1780 dans leur premier ouvrage qu'on retrouve et qui existe toujours et dont la police a saisi quelques fragments et qui restent visibles à la Bibliothèque nationale de Munich.
et qui s'appelle Le Testament de Satan. Et donc cet ouvrage a été repris ensuite par un autre ouvrage qu'ils ont sorti presque un siècle après, qui s'appelle Le Protocole des Sages de Sion, et que vous pouvez lire, et qu'en le lisant, vous allez voir que ça correspond bien à tout ce qui est en train d'arriver dans notre société aujourd'hui. Et puis ensuite, ça a été repris par une troisième formule qui s'appelle donc guerre, armes silencieuses pour guerre tranquille. Et qui, lui aussi, réplique toujours la même chose. Donc tout ça, je crois qu'ici, normalement, tous les gens connaissent tout ça, savent tout cela, et il n'y a pas besoin d'entrer dans tous ces détails-là. Donc quand je dis 2018 à 2030, le grand chaos, c'est parce que c'est la période sur laquelle ils veulent étaler une dégradation totale des mœurs, de la vie sociale, de l'argent, de tout en même temps. Et puis là-dessus, vous rajoutez une pandémie qui est extrêmement facile, puisqu'ils ont fait admettre la géo-ingénierie. C'est-à-dire qu'en fait, le chemtrails qui voulait maintenir secret, ils ont quand même maintenu secret pendant près de 20 ans avant de maintenant commencer à peine à les rendre presque officiels. Mais en attendant, qui fabrique ces produits, qui décide de ce qu'on met dedans, etc., etc. Et à n'importe quel moment, comme ils sont de tous les laboratoires bactériologiques, à n'importe quel moment, ils peuvent vous bazarder dedans de la lèpre, la peste ou tout ce que vous voulez. Et donc déclencher effectivement une épidémie mondiale qui serait dévastatrice. Et c'est a priori tout ce qu'ils annoncent depuis très longtemps. Et si on suit leur programme depuis 200 ans, quand on voit la progression, ben, on est obligé de se dire que pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose qui les a empêchés d'avancer. Ils vont malheureusement, pour l'instant, tout va bien pour eux. Alors, sur ce point-là, je pense que nous divergeons. En fait, nous avons, quand je dis nous, en fait, je parle au nom de Prepare for Change. Nous avons une vision beaucoup plus lumineuse de ce qui pourrait se passer justement en 2018. Et je pense que pour un observateur averti, il se passe énormément de choses dans le monde. Et enfin, bon, en tout cas, nous en sommes convaincus, et des choses extrêmement positives dans toutes les strates de la société. Mais bon, je voulais commencer par justement parler de cela. Et puis vous m'avez interrompu, donc j'ai pas insisté sur le sujet. Toujours est-il que j'allais vous exposer un petit peu justement tous ces phénomènes qui peuvent rentrer pour beaucoup d'entre eux déjà dans le cadre du TDI, et d'autres, pour ceux qui ne savent pas, le TDI c'est le trouble dissociatif de l'identité. Et donc pour beaucoup aussi d'autres phénomènes, ce sont des phénomènes interprétés par des gens qui nous transmettent leur interprétation. Et c'est en partant de cela qu'après, on peut adhérer à leurs idées. Moi, je garde toute réserve, et pour moi, 2018, l'année lumineuse, elle sera lumineuse si nous, on éclaire. Mais si personne ne fait rien et qu'on attend que ça vienne d'ailleurs, je n'y crois pas. Si vous voulez approfondir cette notion du TDI, je ne m'empêche pas de l'espérer. Bien sûr, oui, je veux bien les anges, je veux bien les extraterrestres, et je veux bien tout ce qui est bon pour l'humain et la planète. Mais pour l'instant, je me dis que tant que je n'ai pas la certitude qu'ils vont venir, ben, il faut mettre la main à la pâte. Donc voilà un petit peu ma position dans ce domaine-là. Ce qui ne veut pas dire que je méprise ou que je néglige la possibilité d'une autre dimension, puisque j'ai beaucoup étudié les écrits d'Hermès Trismégiste. J'ai vu et constaté, comme beaucoup de gens, la démonstration de la réalité de ces écrits qui ont plus de 3000 ans, et qu'aujourd'hui, les nouvelles découvertes dans le domaine quantique prouvent que effectivement c'est assez justifié. Donc j'admets aussi qu'il existe une autre dimension. Je l'admets complètement, mais j'admets aussi qu'on n'a pas, il y a peut-être des gens qui ont la capacité d'y accéder ou autre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont la capacité de s'en servir pour modifier les choses sur notre Terre. Et comme c'est un domaine que moi je ne maîtrise pas du tout, je laisse les gens qui sont dans ce domaine-là les exprimer à leur façon, mais c'est pas pour ça que j'y adhère. Ou du moins j'y adhère en me disant peut-être c'est vrai, et tant mieux si ça arrive, mais en attendant, ça m'empêche pas de continuer à avancer dans la voie qu'on a prise. Et nous avons besoin justement de personnes comme vous qui avancent justement concrètement sur le terrain. C'est bien, comment dire, c'est bien la raison d'être aussi de cette réunion. Je pense que nous sommes complémentaires, même si nous ne le voyons pas forcément. J'aimerais quand même que vous nous donniez une vision un petit peu de votre calendrier. Comment vous voyez les choses là? Alors, il y a de l'actualité en ce moment, par exemple au Zimbabwe. Il y a un dictateur qui est tombé. Est-ce qu'il y a un CNT qui est derrière, ou ça n'a absolument rien à voir? Non, en Afrique, c'est au Congo.
qui a un CNT qui s'est déjà déclaré, et puis je ne sais plus quel autre pays. Burkina Faso, je crois. J'ai pas de certitude concernant le Burkina Faso. Mais le Zimbabwe, non, je ne sais pas. Donc, il y a aussi des vrais coups d'État. Il n'y a pas que ceux du CNT, qui ne seraient d'ailleurs pas des coups d'État dans ce cas-là, ni ceux de la CIA. Il y a aussi des vrais coups d'État. Et vous coordonnez justement entre les différents pays? Pas avec Zimbabwe, en tout cas. Avec le Congo, oui. Avec la Colombie, oui. Avec la Suisse, oui. La Belgique aussi, avec la plupart, mais pas avec d'autres pays d'Afrique que le Congo. Et tous ont la même démarche? Oui, exactement la même. Alors après, vous parlez de réinitialisation. Bon, c'est un terme de l'informatique. Financière. Oui, c'est un terme qui vient de l'informatique. Nous, on ne l'emploie pas spécialement, mais bon, il est tout à fait logique, admissible. Il faut repenser complètement le système économique et financier. Il faut faire la différence entre les deux, surtout. Pour cela, nous, on a trouvé à travers un moyen qui est intéressant pour les Français dans un premier temps, mais surtout qui peut provoquer rapidement l'effet domino. Le principe, c'est de constituer un revenu universel. Ça, c'est un domaine sur lequel j'ai travaillé depuis plus de 20 ans, et avec des économistes de plusieurs pays. Donc, le principe du revenu universel, j'en parle pas ici, mais il est évident. Donc, je l'ai exposé dans plusieurs vidéos. Le principe du revenu universel, c'est donc que tout le monde dispose d'une somme qui serait entre 1 500 et 2 000 euros dans le cas actuel, qui serait du travail ou de n'importe quoi. C'est une somme en plus, qui vient donc forcément d'une création monétaire, ce qui veut dire qu'on crée le franc, mais comme on est un gouvernement et non pas un gouvernement, on est une autorité de transition, on ne supprime pas l'euro, c'est-à-dire qu'on le maintient, de façon à ce que la France reste dans le même schéma dans lequel elle est actuellement au niveau des échanges internationaux. Simplement, on émet le franc en plus et on lui donne la même valeur que l'euro. Mais à la différence de l'euro, on l'indexe sur l'or. À partir du moment où vous avez une monnaie qui est indexée sur l'or dans votre poche et une autre dont vous savez qu'un jour ou l'autre, elle va s'écrouler, avec quoi vous payez votre baguette de pain? Vous la payez beaucoup plus volontiers avec votre euro qu'avec votre franc que vous préférez garder, parce qu'il est garanti par l'or. Donc, si on monte un schéma comme celui-là en France, on s'isole de crash économique qui va forcément tomber et on protège l'ensemble du patrimoine français. Et en plus de cela, on se permet de reprendre toutes nos nationalisations. C'est-à-dire qu'en fait, tous les biens, le patrimoine français que depuis Sarkozy, les politiciens liquident, tous ces biens nous appartiennent. Ils n'avaient pas le droit de les vendre. Et c'est bien écrit en toutes lettres dans la Constitution. Ils n'ont pas le droit de vendre le téléphone, l'électricité, le gaz, l'eau, etc., etc. Ils l'ont fait quand même. Donc, le fait de créer notre propre monnaie nous permet aussi de redevenir propriétaire de tous nos biens. Et donc, si la France est propriétaire de tous ses biens, on retrouve tous une qualité de vie immédiate par déjà ce revenu universel, par la chute de toutes les factures qu'on a régulièrement par ces organismes privés maintenant, donc électricité, eau, etc. Et puis, on ajoute à ça la libération des brevets, parce qu'il y a une multitude de brevets qui sont cachés ou séquestrés par les grandes multinationales ou par les laboratoires secrets militaires, qui pourraient être d'usage public et utilisés pour le grand public. Et donc, en faisant cela, il est certain qu'en très peu de temps, on déclenche la même envie chez les peuples voisins, qu'ils soient allemands, espagnols, italiens ou autres. Et je crois que là, on a, simplement par l'argent, par la qualité de vie qu'on retrouverait en très peu de temps, parce que si le CNT passe demain, au 1er février, ce revenu universel sera déjà en place. C'est juste le temps de fabriquer la monnaie, c'est rien. Donc, ça veut dire qu'en 2 ou 3 mois, la France a retrouvé son niveau de vie, a retrouvé son aura sur le monde, a retrouvé sa liberté, donc ses droits de l'homme, elle les remet en avant.
Et rien n'interdit qu'en plus, au moment de cette prise de position, la France fasse une déclaration de paix au monde entier. Et dans cette déclaration, annonce sa volonté de réduire le désarmement, de lancer la décroissance globale pour restaurer la planète et permettre en même temps de gérer une décroissance qui enrichisse l'individu. Parce qu'une décroissance, c'est pas forcément une perte, ça peut être le contraire. Ça peut être un enrichissement de chaque individu pour une perte globale. Alors effectivement, on va perdre le nombre d'habitants, par exemple, parce que les politiciens en veulent le plus possible pour que ça fasse plus d'impôts. Mais est-ce qu'on vivait moins bien quand on était 40 millions en France, alors qu'on est 70 millions aujourd'hui? Pas forcément. Et donc, le tout, c'est de savoir gérer cette décroissance. Et si on la gère correctement, eh bien, ça enrichit chaque individu. Et donc, ce concept-là est un concept qui peut se mettre en place extrêmement vite. Et si on le fait, eh bien, on provoque un effet domino absolument énorme sur toute la planète. Et les élites, entre guillemets, ceux qui se nomment les élites, parce que j'ai du mal à employer ce mot à leur égard, ces gens n'auront pas leur place simplement dans cette société. Et si en plus ils sont arrêtés, il est fort probable que dans grand nombre d'entre eux, en particulier en France, c'est quelques milliers de hauts francs-maçons qui sont impliqués dans le programme MK-Ultra, qui se pratique de plus en plus dans tous les coins de France. Tous ces gens-là finiront comme les véritables criminels qui sont, et donc passeront des séjours assez longs en prison. Est-ce qu'on peut revenir justement sur votre organisation, là, le CNT? Donc, imaginons que ces arrestations puissent avoir lieu, donc par exemple en 2018. Comment vous vous êtes organisé justement pour assurer cette transition? Est-ce que vous m'avez bien entendu? Oui, mais je ne comprends pas bien. Ma question, c'est le Conseil national Oui, attendez. À partir du moment où le Conseil national de transition se met en place, il est l'autorité légitime de la France. Il a donc sous ses ordres les forces armées, police, gendarmerie, militaires. Il ramène déjà tous les militaires qui n'ont rien à faire à garder les champs d'opium de la CIA en Afghanistan. Il les ramène en France. Il ramène les Françaises en France parce que c'est là où est sa place. Et cette armée avec la police et la gendarmerie suffit très largement à procéder à l'arrestation de tous ces pédocriminels. Maintenant, la plupart d'entre eux, dès que le CNT se mettra en place, vous pouvez être sûr qu'ils vont emporter tous les tableaux qu'ils trouvent à l'Élysée et se barrer avec. Ils seront à New York avant qu'on soit arrivé à l'Élysée. Hein. Ma question, c'est pas ça. C'est qu'on va quand même. On a aujourd'hui, tel que le gouvernement est organisé, il y a un certain nombre de ministères qui structurent la vie en France. Est-ce que vous avez prévu justement de remplacer ces ministères par des organismes aussi temporaires, enfin? Oui, mais tout cela, oui, bien sûr, c'est tout prévu, tout exposé dans le programme qu'on a mis. Simplement que, par principe, on fonctionne sur le schéma que j'expose déjà dans la démosophie, à savoir que on ne met jamais une personne, ça n'a pas de sens. Nommer un ministre est un non-sens absolu par rapport à la civilisation humaine, c'est-à-dire permettre à une personne de prendre une décision qui en touche 65 millions. C'est une aberration. Et surtout quand cette personne n'est pas choisie pour ses compétences, mais parce que c'est un copain de la loge. Donc c'est un non-sens absolu. Et donc le principe de fonctionnement des institutions françaises pendant le Conseil national de transition, c'est une commission qui gère et jamais un individu. Donc prenons par exemple la santé. La santé, vous allez au fond des rayons d'une librairie ou de la FNAC, vous prenez tous les bouquins sur la santé, vous les lisez, vous voyez qui tient la route, compris comment ça fonctionnait, qui a compris tout ça. Et vous allez trouver le docteur Joyeux, le docteur de l'Épine, le docteur de l'Orgerie, etc., etc. Et vous allez trouver les meilleurs cancérologues, les meilleurs scientifiques français cachés derrière les rayons. Et ces gens-là, vous les réunissez tous, vous mettez avec eux des gens qui sont opposés, vous mettez avec eux ensuite des simples citoyens, mais qui sont bien informés des concepts, et vous mettez encore en plus quelques citoyens tirés au sort. Et vous avez une commission de 50 ou 60 personnes qui se réunit, qui réfléchit, qui échange tous les savoirs, etc., et qui, à la fin, propose un schéma de fonctionnement pour la santé. Et ensuite, vous avez des Français qui décident par référendum de l'adopter ou de ne pas l'adopter. Et donc, voilà comment devrait tout le temps fonctionner le pays. Uniquement par des commissions avec des gens qui sont des experts et des non-experts, mais qui sont bien informés, qui connaissent les schémas, ainsi que des gens complètement tirés au sort et au hasard. Et quand vous mélangez ces trois sortes de gens,
Vous avez les spécialistes dans le domaine, vous avez ceux qui sont bien informés même s'ils connaissent pas le domaine, et vous avez des gens qui ne connaissent rien du tout. Et là, quand ils ont passé un peu de temps tous ensemble, ben d'abord tous acquièrent une compréhension meilleure même de ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, à la fin, vous avez un débat général qui vous aboutit à une décision. Et la décision, si vous réunissiez tous ces gens, par exemple en matière de santé, c'est qu'en aucun cas on ne peut retirer aux parents leurs droits parentaux. Donc, il n'est pas question d'obliger au vaccin. Ensuite, ils vont exiger les études, et pas celles faites par ceux qui vendent les laboratoires, mais faites par les laboratoires indépendants. Et ils vont les présenter à tout le public. Et puis, quand on s'aperçoit que toutes les études montrent que les vaccinations n'ont apporté que des dégâts à l'humain et n'ont jamais rien apporté, bah à ce moment-là, ça devient un constat évident. Mais bon, la même chose pour l'éducation nationale, pour l'armée, pour le fonctionnement de la police, etc. Moi, j'ai connu deux polices. J'ai connu la police quand j'étais petit, où le flic avait systématiquement des gants blancs. Il vous arrêtait très poliment, il vous saluait, et il vous demandait les papiers. Il n'avait pas le droit de vous faire sortir de la voiture. Il n'avait même pas le droit d'éclairer avec une lampe torche l'intérieur de la voiture. Il n'avait pas le droit de regarder dans la voiture parce que c'est une propriété privée. En aucun cas, il pouvait ouvrir un coffre ou vous fouiller ou vous toucher. Bon, j'ai connu cette police-là. Et puis, je l'ai vu petit à petit se dégrader au point que maintenant, on est capable de déshabiller un gosse en pleine rue pour fouiller s'il n'a pas du shit sur lui. Et ça, c'est une dégradation totale du fonctionnement. Donc, le fonctionnement de la police, ça concerne tous les citoyens qui vont être confrontés à cette police qui, normalement, est à leur service. Or, aujourd'hui, on donne à cette police des privilèges pour qu'il se sente supérieur au simple citoyen, alors qu'il est son employé. Et donc là, on a créé un malaise général dans la police qui fait que beaucoup d'entre eux se suicident, beaucoup d'entre eux n'en peuvent plus, et puis d'autres abusent complètement de ces privilèges. Et il n'y a qu'à voir les maltraitances. Alors bon, tout ça, ça veut dire qu'il faut complètement revoir la police, que vous pourriez appeler vous réinitialiser. Il faut réinitialiser complètement le concept au départ, et ensuite mettre en place les formateurs, et ainsi de suite, et dans tous les domaines. Donc le concept de fonctionnement du Conseil national de transition durant cette période de transition, ce sera de maintenir tout par des commissions exclusivement, pas de ministre, pas de président, rien de tout ça. Et puis, durant cette période-là, il y a quand même 3 actions majeures qui vont être menées. Une première qui est d'établir une structure nationale qui permette à ce que chaque Français, où il est, puisse au moins une fois par semaine se réunir avec les autres gens, ou de son quartier, ou de son entreprise, ou de son village, pour rédiger une nouvelle constitution. Ensuite, il faut aussi monter une équipe d'environ 7 à 800 000 personnes pour réaliser un audit complet de la société, car actuellement, vous avez une multitude, mais que vous n'imaginez même pas, des centaines de milliers de petits organismes bidons qui sont les associations de loi de 1901, qui sont montés par la franc-maçonnerie, qui entourent la CAF, le Pôle emploi, les trucs sociaux, qui sont impliqués dans tous les domaines et qui, avec ça, ramassent toutes les subventions. Et en fait, ce sont que des boîtes d'arnaque, des escroqueries, etc. Des centres de formation, ils ont un formateur qui n'est même pas un formateur, qui ne vaut rien, et ils touchent des sommes faramineuses. Il faut savoir, par exemple, que pour envoyer des francs-maçons dans les écoles, apprendre aux enfants qu'ils ont un zizi ou leur enseigner les débuts de la pornographie à la maternelle, Belkacem a signé un contrat avec la loge du Grand Orient de 800 000 euros. Et donc, il nous pique 800 000 euros pour envoyer un mec aller triturer nos mômes dans les écoles. Voilà, c'est le genre d'aberration. Il y en a des quantités que les gens ne peuvent même pas imaginer. Et donc, tout ça, ça nécessite un audit, c'est-à-dire que tout le monde puisse voir clair dans les institutions de l'État et comment ça fonctionne, etc., etc. Et quand vous voyez, par exemple, encore il n'y a pas très longtemps, Bernard Kouchner qui achète une Ferrari au nom de la Croix-Rouge française et qui est... Bon, je veux bien, mais si vous imaginez la quantité de véhicules de luxe, de Rolls, de jets privés, d'hélicoptères, etc., que ces gens possèdent au nom de ces organismes-là, vous commenceriez à vous demander pourquoi ce sont ces organismes qui ramassent toutes les subventions des mairies, des conseils généraux, etc. etc. Donc, on est dans un monde total de corruption et d'escroquerie, et il faut y voir clair. Et donc, il faut réaliser un audit complet du pays. Et un audit complet du pays, il faut un juge d'instruction spécialisé en affaires financières et une équipe
de 3-4 personnes. Je pense que les retraités, surtout les chefs d'entreprise, les commerçants, ont une bonne notion du fonctionnement normal des entreprises, etc. Si vous adjoignez à cette personne un militaire ou un policier ou un gendarme, c'est-à-dire une personne armée qui représente la force pour lui permettre de pénétrer partout et d'étudier tous les dossiers qu'il veut, ça renforce les liens. Et puis si vous ajoutez comme troisième élément un jeune voyou des cités, vous avez un type qui sait chercher le vice, qui connaît le vice et qui s'en laisse pas compter. Et vous avez une équipe de 3 personnes qui vont échanger et se découvrir les qualités les uns les autres et qui vont donc permettre de réintégrer tous les éléments de la société. Les jeunes avec les vieux, les banlieues avec les trucs, etc., etc. Il faut arrêter un petit peu toutes ces divisions. Tout est fait dans nos sociétés pour nous diviser à tous les niveaux. Hommes, femmes, vieux, jeunes, etc. Il faut arrêter tout ça. Et ça fait partie des moyens qu'on a de le faire, de créer des commissions, etc. Des gens très différents pour se retrouver ensemble à travailler sur des projets. Nous voici de retour après cette table ronde du Nouveau Monde avec le Conseil national de transition et son porte-parole Éric Fiorile. De retour avec l'équipe, avec Philippe, avec Bruno, avec Marie et Zolive. Bah, écoutez, c'était un grand plaisir de réécouter Éric dans un contexte sorti du CNT, puisqu'il était l'invité et interviewé par Prepare for Change. Alors, ce sont des gens qu'on a un petit peu perdu de vue, et ils ont vécu leur vie, nous la nôtre, mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire le point sur le temps passé ensemble dans ce genre d'exercice et se dire, voilà, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui a été vérifié par les faits, qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme on l'avait prévu, voilà. Et il s'est passé plein de choses dont certaines n'étaient pas prévues. Moi, j'ai envie de dire, plutôt que de ressasser un petit peu les choses du passé, même s'il est très important de se souvenir de nos grands leaders et des souffrances qu'ils sont en train de traverser en ce moment, je crois qu'il est aussi important de se revoir avec cette même personne qui était l'intervieweur, bonne personne, et de dire voilà ce que nous, au sein du CNT, depuis le départ d'Éric, on a fait. Je ne dis pas on a dit, je dis on a fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est en particulier ces fameuses commissions. Donc, les commissions, on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler parce que les événements se sont précipités. Et je pense d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles ils se précipitent, c'est pour les faire passer sur le derrière de la scène, alors que beaucoup de gens ont compris que c'était quelque chose d'absolument fondamental, que les conclusions que nous pouvions tirer de ces commissions pouvaient avoir une incidence énorme sur les choses à venir. C'est en tout cas mon point de vue. Donc tout a été fait pour que ces commissions, finalement, elles passent un petit peu à l'as, alors que toutes celles et ceux qui y ont participé sont tout à fait ravis, d'une part, d'y avoir participé, et d'autre part, aimeraient bien en voir une sorte de compilation pour voir ce qui a été dit, comment ça a été dit, et puis tirer une conclusion générale. Pourquoi est-ce que vous avez aimé participer à ces commissions? Voilà. Comme on a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour dire pourquoi est-ce que vous avez aimé participer à une vidéo qui allait au cœur d'Éric. Et les personnes ont répondu. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir allier le cœur au travail. Et donc, moi, je lance un appel à Prepare for Change, s'ils nous entendent, j'espère que c'est le cas, de se rencontrer. Alors, les numéros de téléphone sont tout à fait accessibles sur nos sites. Donc, ils trouveront soit Marie, soit d'autres, qui leur répondront, et bien volontiers en tout cas de mon côté, j'exposerai ce que nous avons fait et j'écouterai avec intérêt ce qu'eux font, parce que j'avoue que je ne connais pas, mais il faut qu'on se reparle et pourquoi pas en faire une émission. Voilà, c'est ce que je conclus de cette belle émission en différé et en rediffusion, en replay d'Éric Fiorile, encore une fois, qui datait de novembre 2017, je crois. Voilà. Alors Philippe, moi ce qui m'a vraiment surpris, et dans le bon sens, c'est de voir à quel point Éric Fiorile a vu les choses à l'avance. C'est-à-dire qu'en 2017, il parlait déjà du fait qu'ils allaient nous organiser une pandémie. Et on était en 2017. Et en 2018, il parlait de 2018. En 2018, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le commencement du chaos, d'un côté avec les Gilets jaunes et de l'autre côté avec Macron qui a commencé à vraiment détruire la France. Donc, Éric ne s'est pas trompé du tout. Et comme tu disais il y a 2 minutes, Philippe, les commissions dont Éric parlait déjà en 2017
les commissions ont eu un tel succès que beaucoup de personnes qui en ont fait partie ont envie de continuer, n'ont pas envie de s'arrêter. Et je peux vous dire aussi, pour ceux qui ont participé aux commissions et qui nous écoutent, que ça va faire maintenant presque un mois que les commissions, enfin, la première session des commissions de 10 semaines s'est arrêtée et qu'on a commencé à faire la compilation et à faire la synthèse de tous les travaux qui ont été faits et qu'au bout d'un mois, on n'a même pas encore fait le quart du travail qu'il faut faire pour arriver à faire la synthèse, tellement il y a eu d'idées, de documents et de rapports qui ont été écrits et édités. Donc je dis bravo à toutes les personnes qui ont participé aux commissions parce qu'on a vraiment là un projet de gouvernance pour le pays qui tient la route. Voilà. Merci, merci de m'avoir entendu. Oui, tout ça est fort bien. Donc, ces commissions, il faut absolument qu'on en tire la substantifique moelle. Alors, elles ne sont pas le nord et le sud, hein, puisqu'on sait très bien que c'était un exercice limité à un certain nombre de personnes et qu'en réalité, nous serons plus nombreux que cela. Et nous sommes en train de travailler à la finalisation d'une organisation qui avait été bien sûr faite au départ par Eric et notamment au procès de Milan, une organisation qui reprenait notamment la qualification de la Cour suprême du peuple en Cour suprême du peuple souverain. Voilà. Et donc, on a étendu ses capacités, on a fait évoluer une pensée, on a fait apparaître des opportunités qu'on n'avait pas vues avant. Et on a toujours mis en avant le fait que c'est un groupe de personnes citoyens, soit un ministère public en l'occurrence, soit un groupe de personnes tirées au hasard pour parler d'un sujet technico-technique et qui a trait avec le bien public. Et tout ça a toujours fonctionné, a toujours donné d'excellents résultats. Alors bien entendu avec des personnes qui étaient motivées, sinon les personnes non motivées passaient leur chemin. Mais nous disons aujourd'hui et nous disons toujours que demain, ce sera la même chose. C'est-à-dire que nous irons chercher des personnes qui construiront la France de demain au milieu des Français qui se seront portés volontaires, tout simplement. Et je pense qu'ils seront nombreux dès lors qu'ils comprendront que tout ça, c'est dans leur intérêt et non pas un travail supplémentaire qu'on leur imposerait comme une sorte de corvée, alors que ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Voilà, donc cette organisation dont je parle à l'instant, elle est intrinsèque à nous. Pour l'instant, elle n'est pas diffusée, pas diffusable. Elle est peaufinable. Et on veut que les corps constitués, qui un jour s'approcheront de nous, je l'espère, hein, je le souhaite, eh bien, pourront disposer, grâce à nous, d'un outil complet, avec une articulation complète sur comment fonctionnent les commissions, sur comment fonctionne la Cour suprême, sur comment, voilà, etc., etc. Toutes les questions qui nous ont été légitimement posées, à l'époque où Eric était encore avec nous, eh bien, on continue d'y répondre, nous, avec simplement notre jugeote, notre expérience de ce que nous venons de faire et l'idée qu'on se fait de ce qu'Eric voulait en faire, quoi, tout simplement. Et Eric a toujours dit, quand je ne suis plus là, le CNT peut vivre sans moi. Dès lors je dirais qu'on acquiert, qu'on adopte ces principes, bien évidemment, le CNT va rouler tout seul. Donc voilà, donc on a besoin toujours au sein du CNT de personnes qui viennent travailler avec nous sur ces sujets-là, qui viennent discuter de ces sujets-là. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et puis, on trouvera bien entendu des témoignages, pourquoi pas, de personnes qui ont participé à des commissions. Ça peut être très intéressant. Le temps ayant un petit peu passé, la pâte ayant un petit peu monté, il est temps, et il est peut-être même très temps, de faire venir des gens dans les directs du soir. Voilà, c'est une question lancée également. Bon, le fait que l'actualité se précipite au sein du CNT, ça ne nous décourage en rien. On maintient toujours, évidemment, plus que jamais, le côté pacifique et le côté légaliste du CNT, qui sont essentiels. Sans ça, on ne peut rien faire, parce que dès qu'on bouge une oreille, si on n'est pas pacifique et si on n'est pas légaliste, on se fait taper sur les doigts. Et là, ce qui nous arrive, c'est que nos deux leaders, ou en tout cas deux personnes majeures, sont encore retenus parce que on ne sait pas exactement ce qu'il aurait reproché. On n'a pas de fait exact. Il n'y a pas de choses sur le fond qui sont reprochées. C'est bien la preuve qu'on est difficile à saisir. Sinon, s'il y avait des choses sur le fond qui soient claires, nettes et précises, on le saurait. Or là, rien. Des compléments d'enquête qui ne mènent nulle part, qui relancent vers d'autres compléments d'enquête. Donc la seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a une volonté manifeste de maintenir ces deux personnes sous le boisseau, comme on dit, et de faire en sorte que leur parole ne porte plus.
bah, c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que le CNT, on est nombreux. Alors, il y a des gens qui prennent la parole, comme moi maintenant, comme Bruno, comme d'autres. Et si on n'est plus là demain, d'autres prendront la parole. Ce n'est pas un problème. Donc voilà ce qu'il faut dire, sans aucune envie de provoquer qui que ce soit, en restant dans le bon sens, en restant dans le droit, en restant dans le juste, en restant également dans oui, je l'ai dit, le droit, hein, donc ça c'est très important, et la paix, voilà, la paix, hein, la volonté d'être pacifique, ce qui ne doit pas nous empêcher de nous rapprocher de tous les corps qui sont intéressés par ce projet-là. Voilà, fin de ma petite discussion. J'espère que je n'ai pas été trop long et je rends la main à qui la veut. Très bien, merci Philippe. Un dernier mot peut-être, Bruno ou Zolive? Olive. Ouais, juste pour dire effectivement que il a dénoncé tout ça, mais en fait, il faut que ça serve. Et effectivement, c'est bien parti le CNT. Disons que faut que le peuple maintenant il prenne conscience que on peut en peu de temps. Alors, en fait, quand il dit qu'en 3 mois, en 2-3 mois, on verse le revenu universel, c'est tout à fait plausible de toute façon. Et je ne pense pas qu'aucun citoyen mettra 3 mois à envoyer son RIB si on donne une adresse email, hein, par exemple. Hein. C'est tout simple, en fait. Hein. Donc, après, les systèmes technologiques, on les a déjà. Tout est En fait, il manque plus que l'humain, il manque plus que les êtres. Voilà. Les idées sont là, les solutions sont là, la technologie est là. Il y a juste à faire. En fait, il y a juste à arrêter de, comment dire, donner son consentement bêtement. Il y a juste à arrêter d'obéir, en fait, tout simplement, parce qu'on a tout ce qu'il faut maintenant pour vivre libre. Donc, autant en profiter. Donc, voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Il faut reprendre vos droits. Voilà, dans le peuple. Et puis au CNT, on continue. C'est bien parti, là. Les commissions, je suis bien content aussi de savoir tout ça. Voilà, voilà. Très bien, merci Zolive. Merci Bruno, merci Philippe, merci à vous également. Nous continuerons de vous informer lundi dans notre émission La France Libre. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Reposez-vous bien et à lundi. Bisous. Le Conseil national de transition présente La France Libre. Lundi, mercredi, vendredi, 20h30, 22h. La France Libre. Conseil national de transition.